Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S701 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 21 septembre 2023. Cette semaine dans le Flash Actu Flashback sur les grosses annonces que nous avons manquées durant l'intersaison d'été. Fujifilm lance son tout nouveau moyen format GFX et la seconde édition de Photoclimat a ouvert ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Lumix a annoncé il y a quelques jours un tout nouveau et très attendu boîtier micro 4 tiers qui fera briller les yeux de nombreux photographes et vidéastes adeptes de ce format. Il s'agit du G9 Mark II. Au programme de cet appareil, toutes les dernières technologies Lumix associées à un nouveau capteur micro 4 tiers donc, de 25 millions de pixels stabilisés et une nouvelle version de leur processeur d'image Venus Engine. L'appareil hérite du nouvel autofocus hybride face contraste lancé sur le S5 Mark II avec 779 points et la détection et reconnaissance de sujet avec une rafale à 60 images par seconde sans blackout. En vidéo, il propose jusqu'au 5,7K 60p 420 10 bits en interne sur des séquences illimitées, du 422 10 bits 60p en 4K, des ralentis en 120 ou 240 images par seconde, de l'Apple ProRes 422 HQ à 30 images par seconde en 5,7K et le All Intra via un enregistreur SSD USB-C. Niveau design, le G9 Mark II reprend les lignes du S5 Mark II sans écran supérieur avec un viseur de 3,68 millions de pixels et un écran arrière sur rotule. Le boîtier est naturellement protégé contre les intempéries. Le nouveau Lumix G9 Mark II sera disponible en novembre et proposé au prix de 1 900 € boîtier nu. Panasonic annonce également une nouvelle version du 100-400 mm f4.6.3 signé Leica qui, elle, sera proposée au prix de 1 699 €. Nous avons d'ailleurs prévu de dédier dans quelques semaines une émission spécialement à ce nouveau G9 Mark II. Sigma, pour sa part, a décliné tout début septembre deux de ses objectifs en monture Fujifilm X. Le super télézoom 100-400 mm f5.6.3 DGD-NOS en gamme Contemporary, qui existe déjà en monture Sony E et elle est désormais également disponible en monture Fujifilm X, ce qui en fera un équivalent 200-600 mm. Et la focale fixe grand angle 23 mm f1.4 DCDN, également en gamme Contemporary, est elle aussi déclinée en monture Fujifilm X pour un équivalent 34,5 mm, une focale qui devrait donc parler aux amoureux de reportage et de street photographie. Comptez 499 € pour le 23 mm et 999 € pour le 100-400 mm. On continue avec Sony qui a été très actif cet été et en cette rentrée 2023. En juillet, le constructeur a annoncé son nouveau A6700, un hybride APS-C conçu pour la vitesse et l'action. On retrouve dans cet appareil un nouveau capteur BSI de 26 millions de pixels stabilisé associé à deux processeurs BIOS ZR et XR. Au programme, un AF hybride 759 points, dopé à l'intelligence artificielle et au deep learning, qui couvre 93% du champ, une rafale de 11 images par seconde sur une séquence de 1000 photos JPEG, l'arrivée du format HEIF et de la vidéo 4K 120p, du 422 10 bits et les dernières technologies d'assistance vidéo comme le mode auto-framing ou le Clear Image Zoom. Côté ergonomie, on retrouve un boîtier compact et léger, inspiré de l'A7C, avec viseur OLED déporté et écran totalement orientable. Le nouveau Sony A6700 est proposé nu au prix de 1 700 €. Fin août, le constructeur a également annoncé deux nouveaux boîtiers full frame, les A7C-R et A7C2. L'idée est de proposer des alternatives plus compactes et plus accessibles, des célèbres A7R5 et A7 IV. L'A7C2 reprend donc la fiche technique de l'A7 IV à laquelle vient s'ajouter le processeur dédié à l'intelligence artificielle et toutes les fonctions autofocus qui en découlent. Idem pour l'A7C-R qui reprend les principales caractéristiques de l'A7R5 avec quelques menus compromis, une rafale légèrement en retrait et l'absence de mode vidéo 8K. Les nouveaux Sony A7C2 et A7C-R sont respectivement proposés au prix de 2 399 € et 3 699 €. Enfin, Sony a également annoncé une nouvelle version de son 16-35 mm f2.8 G Master avec une nouvelle formule optique, une nouvelle motorisation autofocus et des mensurations à la baisse. Son prix, 2 699 € tout de même. Et enfin, pour terminer, Tamron a aussi été très en forme cet été avec l'annonce de l'arrivée de son 35-150 mm f2.8 en monture Nikon Z, le développement d'une seconde génération de son 70-180 mm f2.8 et le développement d'un nouveau 17-50 mm f4. Fujifilm vient, il y a quelques jours, de lancer la seconde génération de son moyen format hybride ultra haute définition, le GFX 102. Au programme, beaucoup d'évolutions et sans doute la volonté d'amener le moyen format sur de la photo d'action.
On retrouve un tout nouveau capteur, toujours de 102 millions de pixels, avec une vitesse de lecture 2 fois plus rapide, associée à la 5e génération de processeurs d'image. Ce capteur est stabilisé sur 5 axes avec un gain annoncé de 8 IL. Le boîtier propose un mode haute résolution par assemblage de 400 millions de pixels, une sensibilité de 80 et jusqu'à 12 800 ISO en natif, une rafale à 8 images par seconde avec suivi autofocus, associé à un buffer de 120 gigaoctets, permettant des séquences de 1000 photos en JPEG ou 300 en RAW. On dispose d'un autofocus hybride face contraste avec détection, reconnaissance et suivi du sujet grâce au deep learning, d'un mode vidéo musclé avec de la 8K 30p en 4:2 10 bits en interne, l'Apple ProRes, un mode anamorphique avec D-Squeeze et le RAW en 8K 30p 12 bits via HDMI. Le GFX 102 est plus compact et léger que son prédécesseur et dispose d'une ergonomie optimisée. Il exploite un nouveau viseur amovible OLED de près de 9,5 millions de pixels avec un mode 120 Hz. Côté interface, on retrouve un double slot UHS-2 CF Express type B, une prise réseau et la possibilité d'enregistrer les vidéos sur un disque dur en USB-C. Le nouveau GFX 102 est proposé au prix de 8 000 €, soit 3 000 € de moins que le premier modèle à sa sortie. Parallèlement, Fujifilm annonce aussi de nouvelles optiques, 2 focales fixes à bascule et décentrement avec un 30 mm f5.6 et un 110 mm f5.6, proposés respectivement à 4 449 € et 3 999 €, et enfin un 55 mm f1.7 proposé au prix de 2 599 €. En projet est également prévu un 500 mm f5.6 pour l'année prochaine. Et enfin, pour terminer ce long Flash Actu, la seconde édition de Photoclimat, un festival artistique, pédagogique et écologique organisé tous les 2 ans dans Paris et ses alentours, vient d'ouvrir ses portes. Au programme, des expositions photos évidemment, mais aussi de belles tables rondes, des conférences et des soirées. On peut par exemple découvrir le travail du photographe Brent Stearton sur les problématiques de la conservation de l'environnement et des espèces menacées, de Yann Arthus Bertrand avec son projet L'animal et nous et ses portraits d'éleveurs et de bestiaux, de Nick Brandt avec son projet The Day May Break sur les victimes humaines et animales de la dégradation et de la destruction de l'environnement, de Stéphane Gladieux et de ses portraits décalés de son projet Homo Detritus, ou encore de Richard Moss avec ses projets Heatmap sur la crise migratoire en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, Infra sur le conflit en République démocratique du Congo ou Broken Spectre sur la déforestation amazonienne. Au total, ce sont presque 40 expositions qui sont offertes au public, organisées en 3 grandes thématiques: conflit, climat, résistance, femmes et biodiversité. Photoclimat, c'est jusqu'au 15 octobre prochain. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel photoclimat.com. Bon, évidemment, énorme Flash Actu cette semaine. Je m'en excuse pour ce très long tunnel. Beaucoup de nouveautés très intéressantes sur lesquelles on va avoir l'occasion de revenir tout au long de la saison. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu là sur ce nouveau boîtier Fujifilm, le GFX 100 Mark II. Plus performant, plus compact, plus léger, moins cher. Je ne sais pas comment ils ont fait, globalement. Tu l'as eu en main, toi, un petit peu, Malo, déjà ? Non, pas encore. Ouais, moi non plus. Mais sur le papier, c'est assez redoutable. Déjà, bon, le tout premier GFX 100, c'était un événement en termes de prix et en termes de spécifications. Le GFX 100S aussi, avec un autofocus vraiment nettement amélioré. Et là, c'est vrai que ce qu'ils annoncent en termes d'algorithme de reconnaissance de sujet, ça va être génial pour de la photo d'action, ce qui paraissait assez délirant avec un moyen format, surtout avec un 500 mm f4 en développement pour l'année prochaine. Et surtout, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent, dans tout ce que j'ai pu lire ou regarder ces derniers temps, sur les caractéristiques vidéo de ce produit-là, qui sont proprement dingues. C'est monstrueux. Voilà. Donc, ça va être très intéressant de suivre ça et de le prendre en main. Et j'imagine que pour toi, Malo notamment, le type de travail que tu fais, tu dois l'attendre avec impatience. C'est un vrai moyen format. C'est ce qu'on oublie très souvent quand on le compare. On le compare très souvent à des réflexes. Or, on n'est pas du tout sur la même gamme de produits. On est vraiment sur un moyen format avec une dynamique. On est sur un boîtier qui, pour du 100 millions de pixels, était déjà extrêmement véloce.
Et sur le premier, il avait déjà en fait la capacité d'être poly-utilisation, ce qui est rarissime sur un boîtier. Alors, je ne dis pas qu'on allait faire de la photo de sport avec, mais malgré tout, on pouvait avoir un boîtier aller aussi bien sur de la campagne publicitaire très haut de gamme, comme presque du reportage. On avait même fait justement de la street photographie avec. Au Japon, à Shinjuku, en pleine nuit, là, on était partis Exactement. avec nos GFX 100 dans la main. C'est fou, Voilà, faire de la street photo comme ça, avec à un main moyen levée. format. Ouais. Ouais. On ferait pas ça avec un moyen format classique parce qu'au bout de 10 minutes, bon, c'est vrai que c'est un gros boîtier, mais malgré tout, il fait quand même la moitié de la taille d'un moyen format et il n'a pas de détection de phase, de regard. Un moyen format, un collimateur central, c'est tout. Là, on avait quand même des tas d'avantages. Et précisons que par rapport aux séries GFX 50 chez Fuji, ces derniers sont limités, eux, à la seule détection de contraste au niveau de l'autofocus. Et, Pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, c'est une grosse différence entre les GFX 100 et les GFX 50. Et c'est une vraie différence. On le sent avec les optiques. Ça pompe beaucoup moins. Et à l'usage, c'est quand même agréable. En tout cas, Fujifilm met vraiment énormément d'efforts pour développer son système GFX. Alors, on le voit avec la gamme de boîtiers qui continue d'évoluer et de s'enrichir. Et puis aussi au niveau des optiques. Et je tiens quand même à signaler que Fujifilm est le premier constructeur, à ma connaissance, à sortir des optiques hybrides à bascule et décentrement. Ça, c'était quand même c'est déjà très attendu chez de nombreux utilisateurs de full frame. C'est une réalité maintenant sur le moyen format. C'est une super bonne nouvelle, ça. Ça te parle, toi, ce genre d'optique? Très clairement, surtout sur une gamme de produits comme ça. Là, on est vraiment sur des produits, encore une fois, le 100 millions de pixels, c'est pas juste histoire de faire une collection de pixels, c'est-à-dire qu'on va aller vers du très grand format derrière, en termes de tirage. Donc, on est sur un produit, moi, dans mon cas, œuvre d'art, dans le sens où je vais vraiment tirer des formats 150-200 en tirage à destination de collectionneurs. Donc, on est vraiment sur du très haut de gamme ou publicitaire. Et là, le décentrement est un atout dès qu'on fait une scène un peu large, par exemple, où on doit corriger les perspectives d'une grande pièce, ou à contrario, quand on fait de la nature morte, ou là où on a aussi besoin d'aller dans une qualité d'image en publicité. Si vous faites une montre, ce genre de choses, on a besoin de monter en qualité d'image, donc le décentrement est un atout. Bon. Et puis il y a cette nouvelle optique qui doit très probablement te faire aussi de l'œil, toi qui aimes le portrait, un 55 mm f1.7, ça sent le bokeh master à plein nez. Et je vous propose d'ailleurs à ce sujet d'écouter le témoignage de Virgile Guignard, qui est un photographe de mode, portraitiste, ambassadeur Fujifilm également comme toi, et qui a testé ce nouvel objectif pas plus tard qu'hier. Donc on écoute ses réactions très très à chaud. J'aime bien la distance qu'il offre. Genre, c'est quoi? C'est une sorte de 44 mm si j'étais sur un plein format. On est presque sur un 50, mais un tout petit peu plus grand angle, donc ça déforme un peu plus. Et moi, je trouve ça assez cool. Alors, c'est un avis purement subjectif. Déformer un tout petit peu le visage, l'allonger comme le peut le faire une équivalence 45. Enfin bon, restons sur un 55 sur ce grand capteur. Je trouve ça assez formidable et je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Je peux me rapprocher, donc je peux un peu déformer le visage pour faire un truc un peu nerveux, mais pas trop excité comme si j'utilisais le 45 en gros plan, ce que je dois avouer faire parfois parce que j'aime bien l'esthétique. Donc c'est plus classique, mais un peu étrange, ça réagit vite. Les fichiers sont vraiment beaux. Tu as un peu le même ressenti qu'avec le 80, je trouve, millimètre, où tu as quand même le piqué, une belle optique de GF plus un GFX quand même. Si tu as les moyens, fonce, parce que c'est vraiment un beau duo, quoi. Toi, ça te parle, un 55 mm 1.7, ça va arriver prochainement dans ton sac, ça, ou pas? Alors oui, moi, dans ce que je fais, c'est pas trop ce que je vais utiliser parce que je travaille pas à de telles ouvertures. Ouais. Mais bien sûr, encore une fois, pour la street photographie, pour le portrait, pour ce genre de choses, ça peut être magnifique que d'avoir un bokeh comme celui-là. Bon. Voilà pour l'actualité. Est-ce que Benjamin, toi, tu as repéré d'autres choses cet été qui t'ont un petit peu marqué et sur lesquelles tu voudrais qu'on dise un petit mot? Je trouve que ce que tu as mentionné, hein, parmi toutes les sorties qu'il y a eu, c'est bien de souligner la sortie de nouveaux boîtiers micro 4 tiers. On Ouais. reviendra dessus lors d'une émission spéciale, mais le G9, ça a été un boîtier assez emblématique sur le haut de gamme du micro 4 tiers. Et depuis que OM System a sorti un OM1, ça va être intéressant de comparer les deux. Et pour les gens qui ont beaucoup d'optiques, parce que le parc optique micro 4 tiers est très conséquent,
c'est une très bonne nouvelle. Surtout que les specs sont musclés, Mhm. à commencer par l'AF à détection de phase et de contraste, qui était arrivé sur les 5 Mark II et qui arrive sur le G9 Mark II. Et puis chez Sony, de voir aussi que les petits capteurs ne sont pas oubliés, puisque l'Alpha 6700 était très attendu lui aussi. était très attendu. Donc, c'est vrai que là, on a beaucoup de matière. Donc, on a les guides d'achat qui arrivent bientôt. Restez à l'écoute si vous êtes pour la partie geek qui est en vous. On reviendra sur tous ces aspects-là un peu plus longuement très prochainement. Et on commencera même la semaine prochaine sur notre émission sur le marché de la photo. Moi, je veux juste rajouter quelques petites choses qui m'ont un peu marqué cet été. Alors, ça m'a fait repenser à cette émission sur la photo instantanée qu'on a fait à la saison dernière. Mais bon, Polaroid a lancé le i2, un appareil photo instantané, accrochez-vous, proposé à 699 euros. Bon, voilà, un nouveau bloc optique, un autofocus lidar, des modes de prise de vue avancés, un appareil connecté, pilotable depuis un smartphone. Pourquoi pas, admettons. Ouais, aimant beaucoup le SX70, qui est un vieux Polar. C'est autre chose, ça, quand même. Je trouve qu'il est... mais je trouve qu'il a de la gueule. Il y a un petit air de ressemblance. Il y a un faux air comme ça. Il peut être beau à 700 euros, quand même. En tout cas, il n'est pas i2, malgré son nom. Pardon. Autre truc qui m'a marqué, pareil, il y a quelques jours, Olympus a lancé un compact en 2023, ça paraît complètement fou. On dit OM System. OM System, pardon, il va falloir vraiment que ça rentre dans ma tête, ça. OM System a lancé un compact en 2023, bon, c'est pas n'importe quel truc, c'est un TG7, un compact baroudeur, proposé au prix de 549 euros. Alors, on retrouve des caractéristiques de compact, c'est marrant, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Capteur BSI CMOS 1/2,3 pouces, 12 millions de pixels, zoom 4 fois. Bon, c'est des appareils qui sont étanches, robustes et surtout qui sont très bien adaptés à évidemment la photo sous-marine, mais aussi à la pratique de la macro, puisque cette petite bête permet de monter au rapport 7:1. On n'est plus dans de la macro, on est vraiment dans de la micro-photographie, de la photographie scientifique. Et dernière petite chose, et après on passe à la suite. Alors je ne sais pas si vous avez regardé la télé cet été, mais bon, moi je me suis quand même arrêté sur cette nouvelle émission, La Photo Parfaite, le Top Chef de la photo, qui a été proposée sur M6, donc 2 soirées, qui met en avant des célébrités qui s'affrontent sur des épreuves photographiques. Bon, c'est évidemment pas Top Chef, mais je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ça donne envie peut-être aux gens de s'intéresser à la photographie et de voir finalement qu'avec un vrai appareil photo, on fait quand même autre chose qu'avec un smartphone. Toi, tu pourrais en faire partie d'un casting comme ça de photographe si on te le proposait pour une émission. Jury. Ouais, je préfère. Tu serais le Philippe Elchebestre. C'est un peu ça. Bah, écoute, j'en ai entendu parler. J'ai pas vu, à vrai dire, je regarde pas trop la télé. Bon, tout ce qui peut faire parler de la photo, je suis pour. Du moment qu'on, effectivement, comme tu dis, on revalorise un peu la photo et qu'on perde un peu les a priori qu'on peut avoir, donc c'est une bonne chose. Oui, je me suis fait violence, mais j'ai regardé un petit peu le replay parce que je suis un peu comme toi, de base, je regarde pas trop le petit écran. C'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Mais c'est pas Top Chef non plus. Mais bon, en même temps, Top Chef, c'est quoi? C'est 15 saisons d'expérience. Donc forcément, il y a des moyens surdimensionnés sur une prod comme ça. Non, mais il y a des choses à en ressortir. On en reparlera. Ouais. Alors, juste, pas Top Chef, mais j'ai fait les photos pour le meilleur pâtissier. Ouais. Voilà, donc je n'ai pas participé à une émission comme celle-là. Par contre, j'ai travaillé pour des émissions comme ça. Et effectivement, j'avais même fait aussi sur TF1 Danse avec les stars. J'avais fait les affiches photos, les affiches. Ouais. Est-ce que tu manges les pâtisseries après les avoir photographiées alors? C'était des fausses. Mon cœur souffre. Un mélange de vraies et de fausses pâtisseries. Donc c'est pour la prochaine saison qui va sortir. Là, j'ai fait la photo de la saison. Au moins, il n'y a pas de gâchis. Donc on exclut, c'est des fausses pâtisseries.